Bonjour et bienvenue dans ce 95e épisode, 95e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2023, je suis Denis Voituron, je suis accompagné de Christophe Peugnier et de plein d'autres amis sur Teams. Bonjour Christophe, ça va bien? Bonjour Denis, ça va? Très bien. Ça va? Très bien. Bonjour Stéphane. Hello. Et voilà, tu lances mon invité plus vite que ce que j'avais mis sur mes notes. Mais aujourd'hui, effectivement, on reçoit Stéphane de la société OVH, qui est déjà venu il y a quelques mois, c'est-à-dire en mai, pour enregistrer l'épisode 92 ou 92, avec ton collègue Horacio, mais nous a prévenu ce matin qu'il était coincé dans un avion. L'avion est en train d'atterrir, si on a bien compris. Donc voilà. Bonjour Stéphane, est-ce que tu vas bien aussi? Eh ben ça va bien, et vous? Ça va toujours. Cette rentrée a été active, je présume. Et tu es le premier épisode de la rentrée. Voilà, pression. Fin septembre, donc voilà, la pression est sur toi. C'est ça. Et donc, comme il y avait déjà tellement de choses à dire lors du premier épisode, de choses intéressantes sur les services OVH, on avait proposé que tu puisses revenir avec Horacio, mais tu vas pouvoir t'en sortir à mon avis très très bien tout seul aussi, revenir nous faire quelques démos un petit peu des services que tu juges intéressants pour les devs, et puis on aura certainement des questions au fur et à mesure, quoi. Donc voilà, est-ce que tu peux peut-être juste représenter ceux qui ont besoin de plus d'infos? Le premier épisode était consacré un peu à l'historique d'OVH, donc il y avait plus de détails à mon avis dans cet épisode-là, mais peut-être juste représenter rapidement, comme ça ceux qui débarquent, on va dire, dans ce nouvel épisode pourront savoir qui tu es, et puis nous expliquer un peu, nous faire les démos de ce que tu veux nous montrer. Yes, oui, donc effectivement, l'autre épisode, on avait parcouru un peu tout OVH, l'équipe développeur relation à laquelle j'appartiens, donc il vaut mieux aller voir le replay pour plus de détails. Moi, je suis donc Stéphane Philippard, donc je suis dans cette équipe. Je suis co-créateur d'un meet-up TEDx à Tours. N'hésitez pas à venir nous faire aussi un coucou et à nous envoyer un CFP, on vous accueillera avec plaisir. Et moi, je suis plutôt un développeur, alors historiquement plutôt Java, ça va se ressentir dans une des deux démos, qui du coup maintenant a un peu la tête dans les nuages pour faire tous ces devs. C'est pas grave, on est plus dans le du .NET, mais on accepte Java aussi. C'est presque pareil. C'est presque comme ça, pareil. J'ai mis en playlist tous les développeurs .NET et Java en une phrase. On peut me retrouver sur différents handles. On mettra de toute façon, comme d'habitude, tout ça dans les notes de l'émission aussi. Ok, super. Alors, voilà, c'est le seul slide de la présentation. Donc, comme ça va aller vite. J'avais le choix de faire plein de démos. J'avais 6 ou 7 démos. On a un peu échangé en asynchrone ensemble. Moi, j'ai pris celle qui, je trouve, en tant que développeuse ou développeur, parle le plus. Les autres sont déjà un peu plus côté peut-être admin 6 ou peut-être ops. Donc voilà, je vais essayer à un moment donné de tout mettre sur un repo accessible. Et du coup, l'idée, ça serait de partager aussi les autres démos s'il y a des gens qui veulent les jouer et nous faire des retours, parce qu'on est plusieurs en général à fabriquer ces démos. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir 2 types de démos. Une démo sur l'IA, c'est compliqué de ne pas parler d'IA en ce moment, mais plus avec une vision de développeur. En fait, comment moi, en tant que développeur, je peux assez facilement construire une application qui se base sur un modèle d'IA, voire même sur un modèle que j'aurais optimisé. Ça me semblait plutôt sympa pour justement tous les devs qui se posent un peu les questions de « Ok, c'est cool de faire des prompts dans Midjourney ou ChatGPT, mais comment je peux faire pour aller plus loin ?» Donc là, sans surprise, ce sera plutôt du Python. On y reviendra, mais je suis en train de travailler pour pouvoir faire ma démo IA aussi en Java. Il y a plein de trucs qui sortent et dont je ne désespère pas. Et la deuxième, pareil, l'idée, c'est de se projeter un petit peu quand on veut commencer à utiliser des ressources cloud en tant que dev. C'est une démo, donc Quarkus, donc j'en parlerai 2 secondes pour juste expliquer simplement ce que c'est. C'est un framework Java qui va, en fait, une petite application qui va aller sur lire une base de données dans le cloud depuis un pod Kubernetes. On verra qu'il y a 2-3 petits trucs à faire. Et si on a le temps, j'en profiterai pour montrer en même temps comment on a construit l'infra avec du Terraform. Ça permet de... Voilà, on sait qu'on est entre dev et ops quand on commence à passer sur du Terraform. Ça me semblait sympa de montrer toute la chaîne un peu logique pour le faire. J'ai préparé pas mal d'éléments déjà créés parce que je ne vous cache pas que
on a 40 minutes et l'idée, c'était de ne pas attendre 10 minutes que quelque chose se crée. Donc, j'ai tout pré-créé pour que ça aille un peu plus vite. Donc, la démo IA. Donc, comme je le dis, ça fait quand même maintenant peut-être 1 an et demi, 2 ans où on n'a pas une journée sans qu'on a une annonce autour de l'IA. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un use case qui va permettre de voir les 3 composantes types de comment on conçoit une application basée sur un modèle d'IA. Donc, ce qui est en bleu, c'est mes composantes d'application. On va retrouver le notebook, j'y reviendrai un petit peu, ça va être le premier élément qu'on va utiliser, qui va nous permettre de, en gros, concevoir notre modèle. On va avoir l'entraînement du modèle et on va avoir l'utilisation du modèle. Donc, avec 3 outils OVH, AI Notebook, AI Training et AI Deploy. J'ai mis un petit logo Kubernetes, puisque derrière, ce qui est caché, c'est que ce sont 3 applicatifs, 3 outils qui sont du coup popés dans un Kubernetes managé. Bien sûr, en tant que client, on n'y accède pas, on n'a pas à le gérer. Voilà, pour comprendre un peu la logique, parce qu'en plus, du coup, vous comprendrez aussi pourquoi de temps en temps, je parle d'image. Et puis, on a 2 object storage. Alors, c'est plus pour simplifier mon architecture. On aurait pu en mettre qu'un seul ou plusieurs, mais l'idée, c'est aussi de voir un peu comment on va communiquer avec tout ça. Donc, on en a un qui va être essentiellement pour la partie modèle, tout ce que je vais générer, entraîner, lire, et puis un autre, tout ce qui va être data, qui vont permettre de gérer mon modèle. Donc, il y en a un qui C'est pas un logo Docker? Pardon? Non, je disais, pour moi, on dirait un logo de Docker devant l'époque Kubernetes. Enfin, c'est pas grave. J'ai dit quoi? J'ai dit ouais, j'ai dit Kubernetes. Docker. En fait, c'est que c'est des images Docker qui sont popées dans Kubernetes. Donc, j'aurais pu mettre le petit Kubernetes à côté. Mais c'est que on voit ici que, tu vois, là j'ai manipulé des images sur training et sur Oui. deploy. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le logo Docker. Et donc, 2 object storage, du Swift. Alors, ça pourrait marcher aussi avec du S3, mais on a une petite modif à faire côté console d'admin pour vraiment que le S3 marche bien s'affiche bien côté IA. Donc, je préfère rester en Swift, mais les 2 marchent au final. Et puis, à la fin, on aura une petite application ici qui va, j'espère, nous permettre de jouer. Sachant que mon application, c'est d'apprendre à un modèle d'IA à reconnaître le jeu pierre, feuille, ciseaux avec ma webcam. Et on verra comment on va faire. Avant d'attaquer, je vous donne. Alors, je pense que je vous donnerai. Je vous donnerai tous les liens après l'épisode. Je vous enverrai tout ça. Tout ce que je vous montrais sur l'IA, on a énormément d'articles. On ne va pas tous les faire, sinon on n'en a pas jusqu'à ce soir. Mais on a énormément d'articles qui expliquent un peu. Alors, comment organiser la doc. On a une partie qu'on appelle plutôt guide. Donc là, c'est comment utiliser nos produits, vraiment pour lancer le produit, pour le paramétrer et pour l'utiliser. Et une partie plutôt tutoriel. Là, c'est plutôt des use cases typiques qu'on peut utiliser avec nos produits. Donc, vous verrez, il y a ces deux-là. Notamment, aujourd'hui, je vais vous parler de la CLI. Côté IA, on a une CLI qui permet d'éviter d'aller sur la console d'admin. Et on a plein de tutos qui expliquent comment s'en servir. Donc, c'est vraiment une CLI dédiée IA que je vais utiliser aujourd'hui. Je ne vais pas utiliser une CLI globale. Mais donc voilà, c'est pour si vous vous demandez un peu d'où ça vient et comment on l'utilise, je vous encourage à aller voir tous ces tutos. Et puis, avant vraiment de montrer le petit exemple, là encore, je vous le donnerai post-live. On a une documentation qui permet un petit peu de voir et l'architecture et les différences entre les produits. Les 3 produits que je vous ai cités, Notebook, Training et Deploy. Ici, il m'a marqué app, mais c'est deploy, donc qui permettent à chaque fois de faire une des étapes de son workflow typique côté IA. Je vous laisserai aller le voir à tête reposée. De toute façon, on va les voir tous les 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits tableaux de comparaison qui vous permettent de choisir assez simplement quel produit, mais bon, normalement, il y a très peu de par rapport à nous. Un petit coup de console d'admin. Quand même si je vous dis qu'on ferait de la CLI, je montre un petit peu d'admin. On avait fait le tour la dernière fois, donc c'est pour ça que je vais vraiment aller que sur les éléments qui m'intéressent pour le tuto. Et si vous voulez voir un peu tout ce qu'il y a dedans, je vous laisserai aller voir le replay. Donc là, je suis sur le dashboard en fait de notre univers AI and Machine Learning. Donc le dashboard me permet d'avoir une vue consolidée. C'est un dashboard, donc on voit ici que j'ai des choses qui sont déjà run côté Notebook et Deploy. Ça me permet de faire le tour aussi sur mes users, dans le cas où j'ai des users à proprement parler que j'ai définis, mais aujourd'hui, je vais utiliser un user générique, ça ira beaucoup mieux. Et puis, sur les Docker Registry. Alors,
je mets un petit mot parce que je vais utiliser une Docker Registry, dans mon cas, celle-ci. Donc, par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser, on le verra après, des images qui viennent de registries publiques pour lancer vos applications ou pour entraîner vos modèles. Et si vous voulez utiliser une registrie privée, bah, vous pouvez la déclarer, c'est ce que j'ai fait. Alors moi, j'utilise une registrie privée d'OVH Cloud, donc Arbor. Et ici, je l'ai déclaré pour que tous mes produits IA puissent l'avoir avec le user du coup Unicorn qui permettra d'accéder aux différentes images à pool pour mes différentes applications IA. On y reviendra tout à l'heure sur la partie démo. Si vous vous souvenez du schéma d'architecture, je vous ai montré ici juste au début, j'ai 2 object storage. Donc la première chose à faire, en fait, c'est de les afficher, enfin de les déclarer. Donc là, je suis en Swift. Donc ça met toujours un peu de temps, cette partie-là. Je vais tester tout à l'heure, c'est la partie qui met plus longtemps à s'afficher. Je suis en Swift. J'ai déclaré 2 object storage en private qui sont ici, qui sont, pardon, ici, rock, paper, ciseaux, scissors, data et le modèle. J'ai déjà peuplé mes données dedans. En fait, j'ai été récupéré, on le verra dans le notebook, sur RoboFlow, qui est un site qui permet d'avoir des datasets préparés pour certains types de modèles. Et donc, ça nous accélère grandement le travail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, j'ai créé deux object storage classiques. Et ici, on voit un peu le début. Si on va sur le notebook, alors le notebook, ce qui est intéressant, du coup, avant de l'ouvrir, je vais vous montrer comment je l'ai créé. Donc, soit je le crée directement ici via la console. Ça, je crois qu'on avait fait un peu le tour de ça. Et pour aujourd'hui, je suis désolé, je tombe un jour où la console d'admin ne répond pas. Voilà. Où là, je vais pouvoir, avec un wizard vraiment classique, aller choisir plein d'éléments. Donc, alors, on ne peut pas. Voilà. Si je continuais, ce qui est intéressant, c'est le choix de l'éditeur. Dans mon cas, on va aujourd'hui utiliser Jupyter Lab. On peut avoir la partie Jupyter Lab avec le real-time collaboration. Si vous avez déjà utilisé VS Code avec ce mode-là, c'est un mode où on voit les curseurs de tout le monde et on essaye de ne pas se marcher dessus. Et puis, on peut faire du VS Code classique. Alors, c'est un VS Code qui est packagé avec l'extension Jupyter qui est déjà présente et configurée. Bon, en règle générale, dans le monde de la data science, quand on va manipuler des modèles, on utilise Jupyter Lab, je vous montrerai après. C'est un idée dans le code qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a la partie framework. Alors, la partie framework, c'est quoi? C'est là où on commence à rentrer dans le monde des images. C'est que si vous installez un Jupyter Lab from scratch sur votre machine ou sur une instance dans le cloud, vous allez avoir juste Jupyter Lab. Et du coup, il va falloir rentrer dans toute la configuration des frameworks Python que vous voulez utiliser, etc., etc. Donc, ça peut être un peu compliqué. Donc, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de vous packager votre Jupyter Lab avec les dépendances déjà installées pour que vous n'ayez pas à rentrer dans la guerre des dépendances. Moi, dans mon cas, j'utiliserai un Conda et après, on peut choisir n'importe quelle version. Donc, en haut, j'aurais pu faire aussi du TensorFlow. Alors là, on a une image, mais alors qui est juste énorme, je crois qu'il a fait 1 giga 8 ou un truc comme ça. C'est vraiment une image pour faire des tests. On a essayé de vous mettre la quasi-totalité de tous les frameworks et que ça fonctionne ensemble. Donc ça marche plutôt pas mal, mais c'est clairement pas pour de la prod, mais vous pouvez vous amuser avec pour découvrir en fait le monde de l'IA, c'est plutôt sympa. Une fois que j'ai mon framework, bon, normalement, on ne se met jamais en public. Moi, pour la démo, j'en ai créé en public. Le data center, alors la petite subtilité à savoir, c'est qu'il faut que vous preniez le même data center que celui utilisé pour votre object storage. Sinon, en fait, vous n'optimisez pas vos transferts réseau. Donc vraiment, moi, mes data, elles sont sur Gravely. Donc, je l'ai mis sur Gravely. Le nerf de la guerre, CPU ou GPU, vous pouvez prendre CPU, c'est ce qui coûte le moins cher, mais il faut prendre des modèles vraiment, vraiment pas coûteux ou alors avoir vraiment, vraiment du temps. Moi, je vous conseille de prendre GPU. Alors, la petite nouveauté qui est en primeur là pour le podcast, puisque ça a moins d'une semaine. Jusqu'à maintenant, on était plutôt sur des V100S de chez NVIDIA et plus récemment, maintenant, on peut prendre des A100.
donc qui sont beaucoup plus puissantes. Alors bien sûr, c'est pas le même tarif, mais du coup, c'est super intéressant de pouvoir passer sur des A100. Moi, dans mon cas, je prendrais des GPU V100S, ça suffit. Il y a vraiment une grande différence entre le CPU et le GPU? Ah oui, on est sur, je vais te donner Ouais. un exemple. Là, l'entraînement, pour 50 itérations, 50 époques, j'y reviendrai tout à l'heure, en GPU, c'est grosso modo 40 minutes. Sur ce petit modèle-là, je vais vous montrer, et sans le faire exprès, je l'avais lancé sur CPU, et quand je suis Oui. revenu au bout de 40 minutes avec un CPU, il m'avait fait à peine une itération, là où on en avait fait 50 avec des GPU. Oh la vache! D'accord. Donc, et tu as quasiment ce facteur-là aussi avec la différence V100S et A100. Donc, c'est vraiment. Alors après, ça s'explique, je peux faire 2 secondes là-dessus. Ça s'explique sur le fait que les GPU, en fait, sont vraiment optimisés pour faire les calculs vectoriels en parallèle. Et donc, en fait, on a tellement de calculs qui vont y aller, qui vont s'exécuter en parallèle, qu'on gagne énormément de temps. Là où le CPU, il arrive à ses limites déjà de parallélisme, et puis aussi, il n'est pas optimisé pour les calculs vectoriels. Donc, on verra que par contre, pour l'inférence, donc c'est-à-dire l'utilisation du modèle, là, je vais utiliser un CPU parce que j'ai qu'une seule donnée à traiter. Donc, je peux me permettre d'attendre quelques secondes versus quelques millisecondes. OK. Ensuite, on peut attacher, alors c'est là où on doit attacher nos object storage, je vous montrerai après avec la ligne de commande, c'est plus parlant, ou un repository Git. Alors je vais quand même vous montrer juste, de toute façon je ne vais pas le lancer, hop, ou ici, vous comprendrez ce que c'est le point de montage, c'est que dans le notebook, on va pouvoir de JupyterLab accéder aux fichiers de l'object storage qui vont être présentés comme une arborescence de fichiers. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est caché derrière, c'est que nos object storage, on va les mettre dans une zone tampon de lecture vraiment au plus près du Kubernetes qui héberge le notebook, pour que vraiment les accès lecture-écriture soient hyper performants. Du coup, souvent, on conseille d'activer le cache. Le cache, c'est quoi dans le monde IA? C'est que tous les produits que vous allez popper, donc notebook, training, deploy, qui vont accéder au même object storage, si vous cochez cache, ils vont directement aller accéder sur cette zone tampon dont je vous parlais. Donc, on n'a pas ce transfert entre les deux. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, alors qu'on a des mécanismes de pull et de push qu'on peut forcer, parce que si l'object storage, on y accède par une appli tierce qui est en dehors de l'écosystème IA, il faudra synchroniser dans un sens ou dans l'autre sens les données pour que ce soit toujours à jour. L'idée, c'est pour ça que moi, j'ai créé des object storage vraiment dédiés à mon appli IA pour pas qu'elle soit dépendante d'ailleurs, quoi. Ce sont toujours des objets de type NoSQL ou des choses comme ça? Des fichiers JSON ou les données? Alors, tu verras, moi, c'est des images. J'ai du Excel, enfin du Ah oui. CSV plutôt. Comme on le stocke sur un object storage, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. C'est juste que nous, après, d'un point de vue un peu, on les présente comme des fichiers. Alors qu'au final, ce Mmh. sont des objets qu'on stocke dans du Swift là, mais ce sera du S3 à terme. Enfin, c'est du S3 maintenant, mais dans ma démo, c'est du Swift. Ouais, c'est ça. OK. Le Git repository, alors c'est toujours pareil, il y a un mécanisme de Moon Directory. C'est quoi? C'est que votre notebook, il est bien quelque part. Si vous voulez travailler en mode classique, je fais des PR et j'ai mon code source quelque part, vous pouvez le référencer ici, et automatiquement, au démarrage du notebook, les sources vont être clonées et accessibles dans le chemin Workspace Code. Là encore, attention, elle n'est pas clonée un Git avec du Git LFS de plusieurs gigaoctets, parce que ça va ralentir d'autant le démarrage, bien sûr, du conteneur. Pareil, on pourrait mettre read only. On peut mettre une petite clé SSH si vous voulez accéder en SSH. Et ensuite, à la fin, on a un résumé de tout ce qui a été fait en mode ligne de commande. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour celui que j'ai créé. Hop. Ici, c'est exactement la même chose que je viens de vous montrer, sauf que si je suis en ligne de commande, donc j'ai OVHAI, c'est notre ligne de commande. Notebook, c'est pour dire qu'on va créer un notebook. Le run, c'est pour le lancer derrière. Conda, on retrouve le framework. JupyterLab, l'IDE. Le nom ici, c'est le nom qui va être affiché.
mon framework version, vous avez vu, quand j'ai fait la combo, j'avais plusieurs versions. J'utilise un GPU, j'ai mon mapping de volume. Dans mon cas, j'ai pas de mapping Git parce que j'ai récupéré directement le notebook et je l'ai uploadé. Et je suis en read-write cache pour pouvoir en bénéficier. Et puis le petit moins une secure HTTP, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour y accéder de l'extérieur, même si ce n'est pas une chose à faire. Derrière, une fois qu'il est créé, alors je vais vous montrer quand même, quand il est créé, dans la console, il apparaît ici in service. Si je vais voir le détail, bah, je retrouve un petit peu tout ce que je viens de vous dire. J'ai mes 2 plus 1 containers. En fait, par défaut, quand on crée un notebook, on vous alloue un conteneur object de 10 gigas gratuitement, et après tout giga supplémentaire est facturé, mais ça laisse un peu de place. C'est pour ça qu'ici on voit 3 object storage et non pas que 2. 10 gigas, ça paraît confortable, non? Non, c'est Bah, petit. tu vas voir que non, en fait, ça va très vite. Merde. Ça va très vite. En fait, c'est très confortable pour ton run. C'est pas du tout confortable pour tes données d'entraînement. Les données d'entraînement, tu en as Mince, d'accord. souvent des gigas et des gigas. Par contre, pour le run, oui, ça suffit largement. Si tes données d'entraînement, tu les as stockées par ailleurs, après, pour ton run, ça suffit. Là, il y a une service. Voilà, je voulais vous montrer ici, on a le petit résumé un peu de ce qu'on a. Et on voit ici que, tu vois, je suis déjà, moi, à 8 gigas sur 10 gigas parce que j'ai un peu de données d'entraînement, etc. Donc, ça va assez vite, parce que vous allez voir que le use case est pourtant relativement simple. Et puis ici, on a le petit lien qui nous ouvre le Jupyter Lab que j'ai déjà pré-ouvert, qui est ici. Alors, juste pour faire rapide sur le Jupyter Lab, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? C'est un IDE dans le cloud qui mêle du code Python dans des cellules et du Markdown aussi dans des cellules. Une cellule, c'est un endroit où on va écrire. C'est beaucoup prisé du monde de la data science et des machine learning engineers parce qu'en fait, ça permet de faire vraiment comme un document, mais avec le dynamisme du code. Donc, c'est pour ça que souvent, on trouve ce format-là. Ici, avant de vous montrer, on retrouve ce que j'ai monté. Alors, le AI Training Example, c'est un repo qui est cloné par défaut, où il y a beaucoup d'exemples de notebooks, d'apps, de training. Je vous laisserai aller voir. C'est tous nos équipes internes IA qui font plein d'exemples. Souvent, c'est des exemples de code qui sont en rapport avec les guides et tutos dont je vous parlais au début. Le data, qui va être l'endroit où je vais avoir stocké mes données. Donc ici, j'ai plein de données. Alors, je peux cliquer sur Train, mais ça prend un peu de temps, c'est pas grave. Sur les images. Là, j'ai toutes les images, donc j'ai été les chercher sur RoboFlow, je les ai dézippées. Alors, c'est des images qui sont optimisées pour le modèle YOLO V8. Donc, YOLO V8, c'est un modèle qui permet de faire de la détection d'images. On voit souvent ça dans la partie flux de circulation, pour détecter les voitures, les bus, etc. Ça peut même aller jusqu'à vraiment de la segmentation d'images pour vraiment détourer bien l'image. Donc en fait, RoboFlow, par défaut, il a à peu près 80 types d'objets qu'il détecte dans les images. Et donc du coup, pour ça, il faut que, si je veux l'entraîner avec des images, en fait, il faut que je lui donne des images avec un format particulier, avec une qualité particulière. Et donc, c'est ce qu'on appelle le dataset. C'est en gros ma base de données pour mon modèle pour l'entraîner. Et plutôt que de le construire moi-même, parce que ça prend du temps, il y a des sites qui s'appellent RoboFlow et qui ont des images, des datasets tout préparés, libres de droit, qui ont les images d'entraînement. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour entraîner mon modèle. De validation, ça, ce sont les images que le modèle va utiliser pour s'auto-valider. Voire de test, ce sont des images que le modèle n'a jamais vues. Et nous, on va les utiliser pour vérifier que le modèle fonctionne bien. Et on peut pas les voir? Tu peux pas cliquer 2 fois? J'ai envie de cliquer 2 fois là, en fait. C'est pas possible? Si. Parce que ça, à quoi ça ressemble? Donc là, typiquement, vous voyez, c'est une image avec un peu de bruit où il y a 2 personnes, il y en a une qui fait D'accord? Pierre. Et l'idée, c'est que avec cette image-là, alors j'ai pris celle-ci, mais du coup, si je remonte d'un cran, voilà, on a la notion de label. Le label, c'est le descriptif de l'image pour le modèle, puisque en fait, une image, c'est Ouais. une image lambda. Et ici, le Ouais. label, ça va être, alors, je ne sais pas si je peux l'ouvrir directement dans Jupyter. En fait, il va expliquer dans l'image, il dit à cette dimension-là, enfin à ces coordonnées-là, tu me dessines une boîte, et il y a de grandes chances que ce soit par exemple celle-ci, et ça, il nous dit c'est la classe 1. La classe 1, c'est caillou. Il fait pareil avec une deuxième boîte, là c'est les 4 coordonnées des coins de la boîte. Il va la dessiner ici et il dit là c'est un caillou aussi. Et en fait, ça c'est pour toutes les images que je vais lui passer. Et à chaque fois, donc en gros, on lui donne la réponse. L'idée qu'après, c'est que lui, il va falloir qu'il retrouve ça dans les images qu'il ne connaît pas.
Donc le dataset, il fonctionne comme ça. D'accord. Hop, voilà, spoiler. Donc, vous voyez, ce qui est agréable avec la partie Jupyter Lab, c'est que là, bon, moi j'ai expliqué dedans exactement tout ce qu'il faut faire, comment initialiser mes images, donc d'aller sur tout ça, je le partagerai, hein, d'aller sur RoboFlow, de récupérer l'image, de prendre le YOLO V8 format. Donc par défaut, YOLO V8, par contre, lui, il ne sait pas ce que c'est un pierre-feuille-ciseau. Donc si je le lance sur une image pierre-feuille-ciseau, il va me dire j'ai une personne. J'ai peut-être eu un vase derrière, j'ai peut-être, je ne sais plus exactement les 80 classes, mais il y a à peu près 80 classes, mais il ne va pas me dire j'ai quelqu'un qui fait pierre, feuille ou ciseaux. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est l'idée, c'est justement avec ces images-là, on va faire ce qu'on appelle du transfer learning. C'est quoi le transfer learning? C'est le gros du modèle, la puissance du modèle YOLO, c'est qu'il sait détecter des choses dans des images. Ça, c'est super compliqué, c'est les réseaux de neurones, le deep learning, tout ça, ça a été construit. Moi, je vais juste le spécialiser. Je vais dire maintenant, je vais donner des images avec les labels que j'ai montré juste avant. Et avec ça, tu ne vas savoir reconnaître que ce type d'image, mais par contre, tu vas bien me les reconnaître. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce qu'on appelle du transfer learning. Donc là, j'installe les dépendances avec un pip install de manière assez classique dans le monde de Python. La première chose que je vais faire, c'est que je vais importer ma lib qui me permet d'utiliser YOLO V8 en Python. Alors, je suis un développeur Java, hein, je ne suis pas un développeur Python, donc je fais peut-être des raccourcis. Donc, j'ai tous mes imports. Donc, Ultralytics, en fait, c'est un projet open source qui s'est chargé de faire le plus gros du travail pour manipuler le modèle YOLO V8. Donc c'est super simple, vous allez voir, il y a 2-3 lignes de code. Là où en YOLO V5, il fallait faire beaucoup de lignes de code pour l'utiliser, là maintenant, il y a vraiment une abstraction qui est super agréable. Toujours pareil, moi je me pose dans la posture du ou de la développeuse qui veut utiliser l'IA, mais qui n'est pas spécialiste. Donc l'idée, c'est pas de construire un modèle de zéro. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le petit check ici, ça permet de vérifier sur quoi je suis comme architecture. Donc là, ça me donne Python. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir ici le Tesla V100S. Donc là, j'ai bien des GPU, donc tout va bien. Derrière, en fait, cette ligne-là me récupère le modèle YOLO brut de fonderie, c'est-à-dire celui qui est capable de détecter des éléments dans une image, mais pas le jeu pierre, feuille, ciseaux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entraîner. Donc, ça se fait en une seule ligne. Donc, je vais récupérer un fichier YAML. Donc là encore, ce qui est super sympa avec RoboFlow, c'est que ce fichier YAML, en fait, c'est RoboFlow qui me le donne. Il me dit tes données d'entraînement sont là, de validation de test. Et puis, derrière, j'ai 3 classes. Et les classes, ça s'appelle Paper, Rock, Scissors. Donc ça, c'est super sympa. Il me le fait pour moi. Donc, je lui dis, tu vas te baser sur ces données-là. Device 0, c'est dans le cas où j'ai besoin, j'aurais pu sélectionner jusqu'à 4 cartes GPU, c'était un peu trop. Je lui dis sur combien de cartes je veux qu'il me fasse l'entraînement. Dans mon cas, une seule, ça me suffit, donc je donne la première. Époque, c'est les itérations. On ne va pas rentrer dans le détail de comment marche l'entraînement, mais en fait, on va faire une première passe complète de toutes les images, et après, petit à petit, il va mettre à jour ses poids, ses biais, etc. Et du coup, il va refaire des passes, jusqu'à aller jusqu'à une validité, une qualité de modèle satisfaisante. J'ai juste après un exemple de la qualité. Sur le notebook, moi, je mets 5 pour que ça aille plus vite. Je ne le lancerai pas là, sinon je n'aurai pas le temps. Il faut savoir qu'à partir de 50 jusqu'à 100 entraînements, ça commence à donner des résultats satisfaisants dans mon use case sur YOLO V8. Mais parfois, on peut monter jusqu'à 500, jusqu'à 1000. Ça dépend vraiment du type de données que l'on a et de nos entraînements. Et là, pour le coup, moi, je demande à mes machine learning engineers et à mes data scientists préférés, la bonne méthode pour le faire, c'est d'essayer. Et puis, tant qu'on trouve que ce n'est pas le meilleur entraînement, on le relance. Donc, là-dessus, c'est un peu empirique. Bon, Verbose, je vous passe l'option. Et le project, c'est pour simplement avoir un chemin en dur où il va me donner les métadatas d'entraînement. J'ai une question con. Pardon? J'ai une question con. Vas-y. Enfin, j'en ai plein en fait. J'en ai sélectionné une au hasard. Quand on a entraîné en fait une IA, c'est un peu global ma question. Donc on lui a donné plein de datasets et on lui a dit voilà, toutes ces images-là, toutes ces coordonnées-là, ok, tu vas me donner un résultat. Maintenant, tu es capable de détecter papier-ciseaux. Super. Après, on va utiliser cette IA en tant qu'utilisateur. À ce moment-là, il n'y a plus besoin d'entraînement, il y a un entraînement parallèle, il y a un entraînement continu. Comment
Enfin, tu vois ma Est-ce que j'ai le droit question de te plus ou moins? répondre? On voit ça dans 5 minutes quand je te montre l'application. Bon, Je bon J'en d'accord, parle je pour faire patiente. court, Attends, je me mets en pour faire pause. court, tu n'as pas besoin de la réentraîner, sauf si tu veux l'améliorer. En fait, il y a les applications, là quand moi je vais la tester mon application en faisant, soit ciseaux et cetera, il peut y avoir un moment où je lui montre réellement, par exemple, une feuille, mais tu vois, je me mets un peu de travers et elle ne détecte pas. Je peux très bien dire: «OK, cette image-là, je la sauvegarde, je vais moi-même ajouter un label où je vais prendre ma boîte et je vais la réinjecter dans des données d'entraînement pour lui dire: "Bah, maintenant quand tu vois ce genre de configuration, il va falloir que tu le détectes parce que c'est une feuille"». Donc la réponse courte, c'est non, il n'y a pas besoin de la réentraîner, mais c'est comme un être humain, c'est que soit tu te dis: «Je sais tout et j'ai plus jamais besoin d'apprendre», soit, et la plupart du temps, c'est bah, va falloir quand même que de temps en temps, je me mette à jour. Donc pour l'utiliser, il n'y a pas besoin de la rentraîner, c'est pour ça qu'on va vraiment diminuer en termes de performance, de nécessité d'avoir des GPU et que je vais utiliser un CPU. Mais ça n'empêche pas que cette boucle-là, c'est ce qu'on appelle en fait vraiment c'est comme en côté déploiement continu, hein, c'est une feedback loop, boucle. Derrière, c'est de dire: OK, je dois m'améliorer, donc je relance mon traitement. Alors sur des données différentes, plus petites, où là, on ne va pas faire du transfer learning, on va simplement améliorer notre IA pour lui donner des nouveaux cas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, en fait, l'IA n'a pas encore l'intelligence de se dire: «Putain, je me trompe de trop, attends, je relance la machine», quoi. Alors l'IA non, mais nous on le sait, Oui. on pourrait le développer comme ça. On pourrait dire: «Tiens, si tu arrives à une qualité qui est médiocre, réentraîne-toi». Mmh, Et d'accord. dans le monde open source «communautaire» entre guillemets dans lequel on vit maintenant, surtout au niveau informatique, est-ce qu'il existe, je suppose, des sortes de bases de données, de systèmes, enfin de moteurs déjà entraînés? Parce que là, tu entraînes le truc, mais on pourrait dire: «Tiens, bah, une fois que tu l'as fait le boulot, il y a plus besoin de passer du temps à donner ça à d'autres, quoi». Ouais, le RoboFlow, alors il y a 2 choses. Il y a RoboFlow dont je te parlais, Ouais. où il y a les datasets et où ils sont sympas, c'est qu'ils, alors attends, le mieux c'est que je parte quand même du lien que j'ai mis en haut. Hop. Oui, qu'on ait plus besoin d'entraînement. On a des Ouais, c'est Ils ça. datasets, mais peuvent, en plus, on a tu l'entraînement vois, fait, quoi. tu peux faire un try pre-train model. Donc là, tu peux vraiment Ouais. tout faire et à un moment donné, tu vas pouvoir, télécharger. Et il y a nos amis que vous avez dû peut-être entendre parler à un moment donné, c'est que Hugging Face, donc ils se décrivent eux-mêmes comme le GitHub, du monde IA. Moi, je le mettrais plutôt comme le Docker Hub du monde IA. C'est qu'en Ouais, fait, c'est c'est ça. plein de modèles prêts à l'emploi. Et si là, je vais sur modèle, en fait, je vais trouver ici plein de modèles. Alors, vous voyez, Ah je ouais. ne peux Ouais, c'est pas aller au ça. bout. Par contre, je ne sais pas si je tente le rock paper. Peut-être que le Et, rapport, et en fait, payé typiquement, j'ai déjà 2 personnes qui proposent un modèle que moi, voilà, Ouais, 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 mais je vois le c'est l'idée, parce quoi, qu'il ouais. payant faut. ou c'est gratuit ça? Ça dépend. Ça, c'est gratuit. Alors attention, c'est, gratuit la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que la licence, elle est toujours, à page 2. Il y a des licences qui sont contaminantes, d'autres qui interdisent du business avec. Il y a aussi certains Contaminante? modèles que font eux-mêmes Hugging Face où ils commencent à les restreindre un petit peu parce qu'il faut bien gagner un peu d'argent. Donc, mais vous allez sur huggingface.co et là, vous avez quand même énormément de modèles prêts à l'emploi. Donc Ça ça tout peut être intéressant. tout n'est pas gratuit parce que tu as un petit lien pricing là, tu vois, en haut à droite. C'est pour ça Ouais, que j'ai dû demander. mais après, c'est, Ah parce oui. qu'eux, ils hébergent Ouais, c'est ça, et tu peux faire aussi ils l'exécution font. directement de Donc, chez eux, quoi. il y a un peu de tout, ouais. Ouais, voilà. Mmh. Ouais, logique. Donc, OK. voilà. Non, intéressant. Très bien. Donc une fois qu'on a, alors, mettons que moi j'ai pas trouvé mon modèle et j'ai voulu l'entraîner, donc là j'ai fait 5 époques. Il s'est entraîné. À la fin, j'ai, une petite, qualité qui commence à percevoir, avec, ici Pepper Rock Scissor et ce qui est surtout intéressant, c'est, savoir à quelle précision il m'a fait, mes boîtes, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que, bah, le fameux résulte, le chemin de résultat du run, en fait, dedans, il y a plein d'infos et il y a notamment une image. Et cette image-là, ça va être de voir la qualité de mon modèle. Alors, les pointillés, c'est censé être la courbe idéale. C'est pas forcément ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt comment votre courbe, elle se comporte. Et en fait, l'idée ici pour le loss, alors, il faudrait qu'on passe beaucoup de temps et puis, moi, je suis pas le plus capé, mais en gros, il faut se rapprocher vraiment de zéro. Là, on voit que j'ai que 5 entraînements. On voit que je pourrais continuer parce qu'en fait, j'ai pas un plateau qui se dessine. Ce qu'il faut pas, c'est que ça remonte
quand ça va remonter, on va être ce qu'on appelle dans un mécanisme de surentraînement. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir ce qu'on appelle aussi des myriages, où l'IA va halluciner et va sortir des choses qu'elle ne devrait surtout pas sortir. Donc, l'idée de vraiment la partie, alors, le haut, tout ce qui est train, c'est entraînement, et val, c'est validation. Donc, vraiment, ces courbes-là aillent le plus possible vers un plateau descendant. Et puis, la précision, c'est plutôt sur les box. Là, Surentraîné, je te coupe. Attends. Qu'est-ce que tu appelles surentraîné? Oh, cette IA est trop intelligente. non, justement, alors pour moi, c'est un faux ami, surentraîné, mais c'est le terme qu'on utilise. Il y a 2 choses, enfin, il y a plusieurs éléments de surentraînement. Il y a le fait, ce que j'appelle ce que j'ai dit sur les myriages, c'est-à-dire, en fait, l'IA, elle va tellement vouloir sortir un résultat qu'elle va commencer à halluciner et à inventer des choses. Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? Par exemple, ce bouchon-là, dans mon dos, elle pourrait dire: «Tiens, en fait, c'est quelqu'un qui fait la pierre». Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais et donc ça, c'est une sorte de surentraînement. Ça peut être aussi, j'ai pas beaucoup de données et en fait, mes données, elles sont tellement parfaites que l'IA, elle va être, super forte sur les données parfaites, mais dès qu'il va y avoir un petit peu de bruit, un éclairage différent ou et cetera, elle va plus savoir faire parce que je l'aurais trop entraîné sur mon jeu de données parfait. Donc en fait, le surentraînement, c'est de toujours vouloir rajouter des données et encore des données et encore des données, mais à un moment donné, ça ne sert plus à rien parce qu'on arrive à un modèle en fait qui était largement, assez performant avant et donc on a tendance à avoir, ce surentraînement, c'est-à-dire qu'on a voulu trop faire ingérer de données, à notre IA, un peu comme quand ton cerveau il a assimilé trop de choses et où tu commences à croiser les effluves et on sait que c'est mal de croiser les effluves. Ouais, c'est intéressant comme graphique du coup. OK. Ouais, c'est vrai. Pour des gens qui sont pas spécialistes comme moi, en fait, moi, ce que je surveille, c'est vraiment que ça aille sur un plateau. Je ne montrerai pas aujourd'hui, mais quand je fais un entraînement plus complet alors, je peux lancer ici 50, époques, hein, sur mon notebook, il y a aucun problème, ça va le faire. Le seul truc qui est pénible, c'est qu'il faut se reconnecter et cetera et en fait, on a, un un petit framework qui s'appelle TensorBoard qui permet d'avoir, des vues, graphiques comme ça dans une appli web et en fait, quand je lance mon entraînement sur plusieurs époques, sur 50 ou 100. Je me connecte a posteriori pour voir en fait à partir de quand ça commence à avoir le plateau qui se stabilise. Donc ça, c'est l'entraînement, enfin c'est les résultats. Après, on peut le tester une fois qu'on a récupéré le modèle. Donc là, par exemple, j'ai fait un test sur cette image-là. Et si vous regardez les logs ici, à un moment donné, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ici, ça me dit que où est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai fait? Non, c'est ce voilà. Ici, j'ai une pierre sur cette image. Bon, ce qui va bien puisque en fait, je lui montre une image qui était dans le dataset, donc c'est normal qu'il me le sorte, mais ça me permet aussi quand même de le tester et Ça là, ce prend que je vais 4 millisecondes, je vois, pour faire ce genre de truc, c'est quand ouais, même mais là, ultra rapide, hein. je suis sur un GPU là. Un GPU, je donne une Ouais. donnée, là où j'avais, je sais plus, je crois que j'ai, 20 000 images, je crois, dans mon entraînement. Donc tu vois Ouais, ouais, ouais. la différence, elle est vraiment, et on verra sur la petite appli, en fait, c'est beaucoup plus ténu. Du coup, l'idée, c'est de s'essayer avec une autre image. Alors, je suis désolé parce que c'est ma tête, mais voilà, moi, j'essaie de faire des ciseaux. Hem et là, on voit qu'il me trouve quand même, mes ciseaux, alors que là, c'est une image qu'il ne connaît pas. Donc du coup, comment je fais l'appel, hein, je prends mon modèle, j'appelle predict et je lui passe l'image. Ici, le conf égale 0,5, c'est le taux de confiance. C'est-à-dire que l'IA, ça reste que des probas, hein, donc entre 0 et 1. Plus vous êtes proche de 1, plus bah, vous êtes sûr que l'IA vous répond quelque chose de vrai. Et plus vous êtes proche de 0, c'est l'inverse. Là, ce que je lui dis en fait, dès que tu es sûr à 50%, tu me sors ta prédiction. Je fais ça pour m'assurer qu'il me sorte quelque chose quasiment tout le temps. Alors normalement, on le voit dans les logs, je ne sais plus si je l'affiche. Non, je l'affiche pas. Tac, tac, tac. Je l'affiche pas là. Là, on voit un beau vecteur. Un petit coucou à Thierry qui a les mains dedans. Mais donc, du coup, on peut vraiment jouer après sur Pauvre son. Thierry. Si par exemple, là, je sais pas, ne jamais changer en pleine démo. Et là, il me dit que nos détections. Donc, typiquement, là, je suis passé à 80% de détection. Donc, on voit que mon modèle, il est quand même améliorable. Parce que si je lui dis, tu me donnes le résultat que quand tu es sûr à 80%, moi, il me dit qu'il voit rien. Mmh. Le même modèle que je vais utiliser tout à l'heure, où je l'ai entraîné sur 50 époques, à 80% de confiance, là, il me le sort. Donc, l'entraînement est important.
Je vous annonce qu'on fera que de l'IA, je pense, aujourd'hui. Là, on a fait le modèle. Le modèle, après, on peut l'exporter, puisque l'idée, c'est qu'il va falloir qu'il soit utilisable par l'application. Donc là, la dernière ligne de commande, c'est en gros, je prends mon modèle et je l'exporte dans mon... ici, je l'exporte sur un format. Dans mon cas, c'est du TorchScript. C'est le framework qui permet de choisir plusieurs formats. Ça me va bien. Donc là, j'aurais pu l'entraîner complètement. L'idée, quand même, c'est de l'entraîner, de partir le soir, ou si on avait une chaîne MLOps, une fois qu'on a poussé le code, on veut que ça se déclenche et que ça lance l'entraînement, etc. Donc, de ne pas appuyer moi-même sur toutes le run de chaque cellule. Donc, pour ça, en fait, on a AI Training. Alors, AI Training, c'est assez simple dans l'esprit, c'est que vous prenez une image et vous la lancez sur des GPU la plupart du temps. Ça tourne, et une fois que c'est fini, ça retourne OK parce que l'entraînement s'est bien déroulé, ça retourne chaos et ça s'est mal déroulé. Du coup, on va passer sur un peu de code, que je vous montre le train, comment il est fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'il y a dans mon notebook Jupyter, et là, je rentre vraiment dans du dev pur et où je construis une image qui va faire le taf d'entraînement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas la partie conception, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai toujours Ultralytics dans mes imports. Je récupère mon modèle d'origine, parce qu'on est sur du transfer learning, donc on est toujours dans le cas où j'ai besoin de quelqu'un qui a réfléchi pour moi le modèle. Je lui donne le nombre d'époques, par défaut 10, mais en ligne de commande, on peut lui passer 100 ou 50, c'est comme on veut. Et je relance mon entraînement, toujours avec la même ligne ici, toujours avec un GPU, et toujours avec ici mon nombre d'époques. Derrière, une fois que j'ai fait mon entraînement, je vais copier mon modèle à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est le petit script Python qui permet de le faire. Derrière, on fait une image de cœur. Alors l'image de cœur, elle est quasiment standard. En tout cas, vous voyez que je ne pars pas d'image OVH. Je pourrais partir d'une image OVH Cloud, les mêmes que pour le notebook, mais sans le notebook. Mais en général, on a juste besoin de partir d'une image classique. La seule petite subtilité, c'est que ici, j'ai à un moment donné un change owner en 42.42.0. Pourquoi? Parce que nos images, nos conteneurs dans nos pods sont exécutés en rootless avec le user 42.42.0. Donc, forcément, si vous voulez accéder à des ressources, et c'est mon cas, je veux accéder à des ressources dans mon workspace, je veux accéder à mes fichiers, je veux pouvoir les écrire sur mon workspace, j'ai besoin de lui passer ce changement de propriétaire. C'est quoi cet utilisateur? Pourquoi ce... Ah, parce que ça ne vous a marré de faire 42.42.0. Ah ouais, ok. 42. Ouais. Il aurait pu le faire 3 C'est fois. juste ça. Non, c'est juste ça. Fallait en choisir un qui soit pas route, et on s'est dit 42.42, c'est sympa. Une fois qu'on a fait l'image, on la push dans la registry que vous voulez. Et après, alors encore une fois, je vais vous le montrer dans l'interface, mais je regarde quelle heure il est, ça va passer. On peut tout faire, bien sûr, en ligne de commande. Je vais préparer la partie ligne de commande comme ça. Dans ce temps-là, hop. Tant que ça s'affiche, je vais vous montrer la partie ligne de commande. Donc la partie ligne de commande, ça fonctionne exactement comme pour le notebook. On va avoir un mot-clé, on va avoir job cette fois. Je veux le lancer, je le nomme, je donne un GPU. Là, dans mon cas, l'exemple, c'était je valorise ma variable. Je rattache mes volumes, toujours en cache, parce que sinon, tout ce que j'aurais fait avec mon notebook, je vais devoir le retélécharger, donc c'est un peu dommage. En read-write, parce que je vais devoir... Alors, sur les data, on n'a pas besoin de write, mais sur le modèle, on a besoin d'écriture. Toujours pareil, insecure à ne pas faire. Et là, je lui passe ici. Alors, ça, c'est la registry Arbor que j'ai créé pour la démo. Et derrière, le nom de mon image et sa version. Et ça va me créer un job. Et le job, lui, va se lancer tout de suite après. Ça, c'est exactement la même chose. Je ne vous le fais pas, mais en console. Du coup, il y a peu d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir le job en lui-même. Ce job-là a tourné hier. Donc, on retrouve un peu tout ce que je vous ai dit en termes de paramétrage. On retrouve mon image de cœur. Et ce qui est intéressant, on retrouve ces logs. J'espère qu'ils soient toujours là. Normalement, oui, voilà. Donc, ici, on va avoir, alors forcément, c'est un peu plus verbeux que ce que j'ai montré, mais on retrouve le début du lancement où j'ai mon petit check avec ici, on voit que je suis sur un équivalent de 60 CPU parce que je suis en Tesla V100S.
Et puis après, c'est parti. Là, il lance l'entraînement. Et là, j'ai 50 époques. Il faut savoir qu'après, il va les valider, etc. Donc, ça prend un peu de temps. Je ne sais plus si on indique le temps total d'exécution. Il a été... Alors, en fait, c'est le running qu'il faut voir. Voilà, 17h24. Vous voyez, là, j'ai mis 1 heure. Ouais, 1 heure d'entraînement. Enfin, ouais, si j'ai mis 1 heure. 1 heure d'entraînement pour 50 époques. Donc, 50 boucles de 20 000 images à entraîner. Si j'ai pris un CPU, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Et donc, ça, une fois que c'est fait, dans mon archi de tout à l'heure, je suis ici. Il a été, ce qui m'intéresse surtout ici, il a été écrire le modèle qui vient d'entraîner. Et quand je suis là, je vais utiliser AI Deploy. AI Deploy, en fait, on va passer de un peu la même philosophie. C'est utiliser une app écrite en Python, dans mon cas, pour utiliser mon modèle. Donc là, on va faire ce qu'on appelle de l'inférence. L'inférence, c'est en gros, c'est donner une donnée à un modèle, une ou des données qu'il ne connaît pas et qui me sorte sa probabilité. Et je ne vais pas faire un gros focus sur le code. C'est du Python. C'est du Streamlit, qui est un framework qui est beaucoup utilisé dans le monde de la data science, qui permet de faire des jolis, comme des web components, en fait, et aussi de manipuler des données. Typiquement, ce qui est intéressant, c'est que je vous le dise pas de bêtises. Ah bah tiens, voilà. Ici, par exemple, le ST Camera Input, ça va juste me permettre, vous allez voir, d'avoir un truc qui m'affiche le flux vidéo de ma caméra sans que je le code moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est énormément utilisé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, toujours pareil, je vais chercher mon modèle. Donc ça, c'est le modèle que moi j'ai entraîné. Je vais prendre une photo, je vais l'uploader et je vais demander une prédiction. Et avec ça, ça va me dire oui ou non ce que j'ai. Si ça marche. Même esprit, Dockerfile, là encore Dockerfile standard. Et toujours pareil, on est rootless 42.42.0. C'est vraiment le même esprit entre les deux. Deploy, il faut le voir comme un outil de conteneur as a service dans l'écosystème IA. Pour l'instant, on n'est que IA et la partie serverless, conteneur as a service global sur l'écosystème Kubernetes arrive, j'espère, l'an prochain. Normalement, on est sur cette roadmap-là, quoi. Je ferme ces petits fichiers-là. J'ai l'impression qu'il y a une probabilité que ça plante. Non, tu vas voir. Moi, Thierry, il m'a dit qu'il y a une probabilité que ça plante. Là, si je vais sur Deploy, ah oui, mais parce qu'il connaît derrière. Donc, je l'ai lancé. Il n'a pas mis de fille. Toujours pareil. Bon, on voit que je suis sur du CPU. Je ne vous affiche pas la ligne pour lancer. Enfin, si je peux vous l'afficher. Non. Non. Mais c'est pareil, c'est la CLI. Et ici, on a l'URL qui est exposée par Deploy. Donc, j'arrive sur mon appli. Alors oui, il y a une stack trace, je sais. C'est le fameux... ça marche pas, mais c'est normal. Non, en fait, c'est que je suis tellement mauvais en Python que j'ai une erreur. Et Thierry, justement, m'a gentiment corrigé l'erreur, m'a fait une pull request et je ne l'ai pas encore réintégré. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'était ça le plantage. C'est ça. Donc si je veux faire une feuille, voilà. Donc là, il a bien vu Paper. Super. Et normalement, si je fais la même comme ça, en espérant qu'il y a un... Donc là, on voit que mon petit appli fonctionne. Et c'est de manière assez simple. Moi, ce que j'aime bien, côté dev, c'est qu'en fait, je ne suis vraiment pas data scientist, mais j'ai réussi quand même à faire une application qui me fait toute cette architecture-là et qui me permet d'utiliser en fait ce qu'a fait une équipe de data scientist et de machine learning engineer. Donc ça, je trouve ça cool. Il nous reste 9 minutes. Je suis capable de vous montrer rapidement la démo que je voulais faire sur la partie DB, Cube et tout ça, sans pour autant la jouer, mais vous montrer en tout cas comment on utilise tout ça. Ou alors, on fait des questions et des réponses si j'ai sur ce que je vous ai montré là. C'est comme vous voulez. Non, je pense que tu peux faire rapidement la démo. Il n'y a pas énormément de questions dans le chat pour le moment sur ça. Je vous montre rapidement la démo. La démo, c'est quoi? J'ai un Cube Manager. Dedans, j'ai une application Quarkus. J'ai un Postgre Manager. Et je veux que mon application Quarkus aille lire mon Postgre Manager. Tout ça, je l'ai créé avec Terraform pour la partie Cube et Postgre. J'utilise Helm, on verra, parce que j'ai un opérateur qui vient se greffer au milieu.
Et il y a surtout un mécanisme de whitelist d'IP, puisque nos bases de données, par défaut, on vous conseille de ne pas les exposer sur Internet, mais si vous voulez quand même le faire sur Internet, par défaut, les IP sont whitelistés, et donc on ne peut pas y accéder tant qu'on n'a pas whitelisté les IP pour lesquels on souhaite y accéder. Tout ça rapidement. Là encore, je vous donnerai les docs. On a des docs sur la partie Terraform, des docs sur le provider Terraform, notamment qui a été remis d'actualité en vie et qui est hyper actif grâce à Aurélie, qui est dans notre équipe, Aurélie Vache, qui s'est beaucoup démené pour qu'il reprenne vie et qui maintenant a une chouette vie. Petite spécificité, quand vous l'utilisez, moi je vous conseille, au lieu de le mettre, alors je ne suis pas un expert Terraform, mais de mettre en clair vos tokens que vous devez créer, de les mettre dans des variables d'environnement. C'est toujours un peu plus propre et ça évite d'avoir des secrets qui sont commit dans votre Git ou GitLab. J'y reviendrai sur la partie opérateur. Comment ça fonctionne du coup? Je vous montre juste rapidement, encore une fois, l'idée c'est plus de montrer l'esprit, le Terraform. On déclare le provider ici et par défaut, moi je mets dans le même fichier Terraform le endpoint. Donc moi je suis côté zone Europe, donc c'est important parce que du coup ça ne va pas derrière. Hein, ce qui est caché, c'est qu'on va appeler l'API OVH, donc c'est important de bien dire sur quelle zone on est. Une fois qu'on a ça, là, ici, c'est le code pour créer mon cluster Kubernetes qui va héberger mon application. De manière assez simple, j'ai laissé les options par défaut. Donc, je lui donne la région, la version. Aujourd'hui, on a un 27, la 28 ne saurait tarder. Et derrière, les pools. Donc là, je suis sur un cluster avec 3 nodes et un actif par défaut. Une fois que je passe ça, en fait, Terraform, en retour, j'ai un output de type sensitive true parce que c'est quand même avec des credentials qui me donne mon kubeconfig. Du coup, j'ai juste à faire Terraform output pour avoir mon kubeconfig. Une fois que j'ai passé ça, il m'a popé mon cluster Kubernetes. Là, je fais ça très rapidement pour que ça tienne, mais bon, c'est du Terraform assez classique. J'ai fait exactement la même chose pour la DB. Alors là, j'en ai un peu plus, mais au final, alors la petite spécificité, c'est que là, je déclare un moteur de base de données, dans mon cas de type PostgreSQL. Comme il y a une base de données par défaut qui arrive, la public DB, ça me va bien, mais si je voulais, j'aurais pu aussi créer des databases avec une autre source qui s'appelle OVH Cloud Project _database. On essaiera peut-être de le faire changer en faisant une petite PR, histoire que ce soit plus logique, mais retenez que vous pouvez créer des DB derrière. Mes petites IP restrictions, je vous l'ai dit, hein, par défaut, c'est whitelisté, donc vous ne pouvez pas accéder à votre base de données. Et puis, le mot de passe que l'on génère, et du coup, on fait un petit reset, et là, ça vous génère un nouveau mot de passe. Là encore, côté output, en fait, on va recevoir l'URL de la base, le username et son mot de passe. Et les variables qu'on peut passer, c'est essentiellement par défaut, moi je positionne sur un plan essential et puis assez petit, et puis l'IP qui est derrière. Derrière, ça fait quoi? Hop, si je vais juste jeter un coup d'œil à ce qui s'est créé, on va retrouver l'interface pour les bases de données. Je suis ici, et là je retrouve vraiment tout ce que je vous ai dit, avec ici mon whitelist, qui est mon IP de ma machine que j'ai ici. Si je ne le mets pas, en fait, mon beau Debeaver qui est ici n'accède pas à ma base de données et ni à ma table A avec mes 2 lignes. Donc ça, c'est avec Terraform. Alors, on change un peu du rôle d'un développeur ou d'une développeuse, mais en général, dans une chaîne complète, on aurait cette partie-là. Et une fois qu'on a fait ça, je vous passe je vais vous le montrer ce qu'il y en a pour 2 secondes, mais le code Java, en fait, il est très simple. Hein. J'ai mon entity, en gros, la représentation de ma table. J'ai le service qui va faire un select étoile en Quarkus. Donc, Quarkus, qui est un framework Java un peu comme Spring Boot, mais qui permet de faire de chouettes applis plutôt orientées cloud native, d'ailleurs. L'avantage là, c'est que dans cette démo-là, si vous récupérez après les différentes ressources, je suis en mode update, donc il va me créer automatiquement ma table. Ça m'évite de devoir le faire. Au passage, on voit ici les différentes informations que je vais lui passer. Et tout ça, en fait, c'est packagé. Alors là, de manière très très simple, j'ai fait vraiment des manifestes très simples. J'ai un deployment côté Cube.
Donc ça, je peux les afficher parce que de toute façon, c'est des secrets qui seront supprimés juste après la démo, où je retrouve mes variables avec ici tout ce qui va bien. Ici, j'ai un pull secret que j'ai un peu plus bas. Et puis ici, mon service de type load balancer, alors qui pour l'instant est le vieux load balancer interne côté Kubernetes. J'en profite, on est en bêta, allez voir sur le site, et on va avoir un tout nouveau load balancer qui va être plutôt sympa. Donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas pouvoir faire toute la démo en 2 minutes, mais du coup, on déploie l'application et en fait, à ce moment-là, l'application ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le lien que je vous ai montré ici, ce lien-là, la base de données ne connaît pas l'IP du node sur lequel est déployée l'application Quarkus. Et du coup, les équipes DB ont créé un petit opérateur, Public Cloud Database Operator, qui est un opérateur en fait qui va vous permettre de automatiquement whitelister l'IP du node Kubernetes sur laquelle votre application, sur laquelle il est déployé auprès de la base de données. Le gros avantage, c'est comme ça, si votre node est détruit ou si même ça change, qu'il y en a plusieurs qui sont popés, vous allez avoir au fur et à mesure votre whitelist qui va bouger. Et ça, c'est super agréable. Et à noter que ça marche aussi sur du Kubernetes qui n'est pas chez nous. Puis de toute façon, en fait, nous, ce qu'on veut juste, c'est whitelister l'IP. Donc ça, vous pouvez le déployer sur n'importe quel cube que vous avez. Et du coup, les applications, accéder aux bases de données. Et du coup, à l'installation, c'est avec Helm. Et c'est... hop, je fais un peu de ménage, sinon après, je ne vois plus rien. Donc ça, c'est pareil, c'est des credentials que je vais supprimer après, donc il n'y a pas de souci. Une fois qu'il est déployé, l'opérateur, faut lui donner les secrets, le token pour accéder à votre projet public cloud. Et après, on crée une custom ressource pour l'activer. Donc ça, c'est le mécanisme classique des opérateurs. Je n'ai pas trop le temps de l'expliquer, mais avec plaisir, si on a plus de temps un jour, où là, je vais lui donner le service ID de ma base de données et le project ID, qui est le projet public cloud sur lequel je veux intervenir. Une fois que j'ai tout ça, en fait, l'opérateur va whitelister pour nous la base de données. Voilà, en très rapide, la démo qui était sur le côté Java, Public Cloud et base de données. Je suis désolé, du coup, comme on arrive au bout, je ne peux pas la faire en entière, mais avec plaisir pour Non, mais la c'est déjà refaire un bien. autre jour, ou même, je vais tout partager. Donc, l'idée, c'est que les différentes personnes qui regarderont le replay pourront après aller voir tout ça. Puis ça montre aussi tous les aspects, les possibilités en tout cas qui sont là, qui sont possibles. Évidemment, celui qui est intéressé, on aura les coordonnées, on aura tes coordonnées et donc il pourra toujours t'envoyer un message pour avoir plus d'infos si c'est nécessaire et on pourra regarder tout ça aussi, quoi. Non, c'est bien. Christophe, as-tu d'autres questions? On arrive tout Je doucement à pourrais la pas fin le de l'épisode. refaire. C'est bien, j'aime bien. Oui, parce que ça va vite, mais tu regarderas la vidéo au ralenti Oui, c'est et ça tu en vas fait. retrouver tout Au ça. pas à pas, ouais, c'est jouable en fait, Voilà, c'est clair. voilà. OK, il y avait juste une question qui n'a absolument rien à voir. Il y a quelqu'un qui demande quel outil tu utilises pour pouvoir, réaliser tes schémas, donc pour, dessiner tes schémas. Ça intrigue les gens. Moi, c'est mon chouchou depuis maintenant des années. Quand j'étais archi, c'est Excalibro, qui est un super outil Je pour connais faire pas. des dessins rapidement, qui en plus fonctionne soit sur leur site, c'est gratos, soit vous pouvez récupérer une image et le faire tourner sur votre propre Docker ou Kubernetes. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il fait des dessins très épurés et un peu en style crayonné. Donc, et comme je suis très mauvais, moi, avec une tablette et un stylet, contrairement à mes joyeux collègues, je prends un truc où on fait semblant de dessiner. Eh ben, c'est très bien. Comme ça, j'ai appris aussi une chose en plus de tout le reste aujourd'hui, donc c'est parfait. Comme je le disais, voilà, je pense qu'on arrive tout doucement comme ça au bout de cet épisode, toujours, très intéressant aussi avec deux aspects, l'aspect intelligence artificielle, l'AI et tout cet aspect aussi avec Kubernetes et les images et Docker et cetera, donc on va pouvoir se mettre un petit peu à analyser tout ça. Ouais, j'essaie de tout mettre au propre et de vous partager le Ouais. maximum de liens pour que les gens puissent récupérer les sources, jouer avec, nous faire des retours. Ouais. Comme ça, ils auront Ça plus sera de très temps à bien. tête reposée. J'essaie en général de faire des rythmiques qui expliquent comment on déroule tout le truc. Donc, normalement, ça devrait être assez didactique, quoi. Ouais. Non, parfait. Juste pour terminer, si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir via tipeee.com/devaps. C'est déjà ce qu'ont fait R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clairbois et Mickaël Fiorito. Merci à vous tous.
Et n'oubliez pas de venir évidemment commenter nos vidéos sur YouTube ou rajouter des commentaires aussi au niveau des blog posts qu'on vient mettre au niveau du site sur devaps.ms. Un grand merci à tous et à bientôt, d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée.